La géopolitique désigne l'étude de la manière dont les facteurs géographiques interagissent avec le pouvoir et la stratégie politique. Le principal centre d'intérêt géographique de la géopolitique a toujours été le continent eurasien, l'immense masse terrestre qui s'étend de l'Atlantique au Pacifique et de l'Arctique à la mer d'Arabie. C'est le continent qui regroupe la majorité de la population mondiale, de ses ressources et de son territoire. L'idée générale a toujours été que si l'on contrôle l'Eurasie, on peut contrôler le monde. Ici, je vais brièvement expliquer comment les grandes puissances se sont affrontées, principalement à travers leurs efforts pour dominer l'Eurasie. Et je conclurai par le changement radical de pouvoir que nous observons actuellement, lequel transforme l'ensemble de l'ordre mondial. Comme nous le savons, l'Eurasie était historiquement reliée par l'ancienne route de la soie, avec des corridors terrestres et maritimes utilisés pour l'échange de cultures, d'idées, de technologies et de biens matériels. L'ancienne route de la soie était décentralisée. Elle se composait de nombreux chemins reliant différentes civilisations, les routes commerciales étant généralement gérées par des nomades. L'empire mongol nomade fut le dernier empire à jouer un rôle clé dans l'expansion et le maintien de l'ancienne route de la soie. Mais cela commença à s'effondrer au XIVe siècle. Principalement, les corridors maritimes furent remplacés par l'essor des puissances maritimes européennes au début du XVIe siècle. Colomb, Magellan, da Gama, ils déclenchèrent tous une révolution géographique en reliant le monde par la mer. Cela eut plusieurs implications, alors que de nouvelles structures de pouvoir se formaient. Contrairement à l'ancienne route de la soie, les corridors maritimes des puissances européennes devinrent très centralisés et dirigés par l'Europe. L'objectif était de contrôler les ports clés et les points d'étranglement maritimes, où une seule puissance pouvait monopoliser le contrôle. Les possibilités de diversification étaient limitées. Or, l'élan vers la domination fut encore renforcé par les innovations technologiques en Europe, ce qui explique, par exemple, pourquoi Adam Smith reconnut que la rencontre de l'Europe avec le reste du monde s'était développée de manière très destructrice et exploitante. Adam Smith espérait que dans l'avenir, il y aurait moins d'inégalités de pouvoir, c'est-à-dire une moindre concentration du pouvoir entre les mains des Européens, afin que les relations économiques soient plus mutuellement bénéfiques. Cette concentration du pouvoir en Europe créa une position très dominante et, par conséquent, un rôle extractif et subordonnant pour les territoires avec lesquels les Européens entrèrent en contact. Le système de domination des puissances maritimes fut ainsi construit. Nous avons vu que les empires fondés sur les comptoirs commerciaux étaient des puissances maritimes. Il s'agissait d'empires commerciaux dans lesquels le contrôle des ports et des routes maritimes était essentiel pour assurer une domination stratégique sur le commerce mondial, et cela comptait davantage que la conquête territoriale. Cependant, avec le temps, les empires européens de comptoir se sont transformés en empires à part entière. Les empires européens ont alors rivalisé indirectement en conquérant le reste du monde. Mais, à la fin, ils sont également entrés en conflit les uns avec les autres. Au fil du temps, chacune des grandes puissances a commencé à décliner et la puissance maritime dominante est alors devenue l'hégémon mondial. Et nous avons observé cela au début du XIXe siècle, après une longue rivalité entre les Français et les Britanniques. La défaite de Napoléon devint le point de départ de la Pax Britannica, c'est-à-dire la paix sous la domination britannique, que l'on considère avoir duré environ 100 ans jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les Britanniques dominaient la mer, et en contrôlant la mer, ce qui relie le monde, cela devint la source de l'hégémonie britannique. Elle fut ensuite remplacée par celle des États-Unis, lorsque ces derniers prirent à leur tour le contrôle de ces corridors.
De plus, les Britanniques, surtout dès le début du XIXe siècle, disposaient également d'une avance considérable dans la révolution industrielle et dans la puissance financière, ce qui renforça encore la domination du Royaume-Uni. Mais à ce stade, après qu'il y eut une hégémonie britannique, nous avons également constaté que la géopolitique de l'Eurasie avait changé, car pendant les guerres napoléoniennes, un autre événement très important s'était produit. Très brièvement, la Russie s'était alliée à Napoléon et avait envoyé une expédition cosaque entre 1800 et 1801 à travers l'Asie centrale pour atteindre l'Inde britannique. On craignait que cela ne menace le contrôle britannique sur l'Inde. Une nouvelle réalité géopolitique émergea ainsi. Le contrôle britannique des mers ne suffisait plus à dominer le continent eurasien, car une grande puissance terrestre eurasienne comme la Russie pouvait commencer à relier le continent par voie terrestre. À partir de ce moment-là, au cours des 70 années suivantes, la rivalité entre la Grande-Bretagne et la Russie devint connue sous le nom de Grand Jeu, une lutte géopolitique du XIXe siècle pour le contrôle de l'Eurasie centrale, généralement considérée comme ayant duré d'environ 1820 à 1890. Il s'agissait d'une compétition pour le contrôle des routes commerciales et des ressources. Dans les années qui suivirent, les Russes remportèrent d'abord la guerre contre la Perse en 1828, ce qui leur permit de menacer certaines parties de la périphérie maritime méridionale en s'étendant vers la côte. La Grande-Bretagne n'était plus la puissance clairement dominante. Elle ne pouvait pas repousser les Russes, et la Perse subit de fortes pressions pour s'aligner sur la Russie. Ensemble, ils pouvaient même se tourner contre l'Inde britannique. En même temps, les Britanniques et les Français s'inquiétaient de voir la Russie se rapprocher toujours davantage de l'Empire ottoman. C'est alors que les Britanniques et les Français attaquèrent la Russie lors de la guerre de Crimée, qui dura de 1853 à 1856, dans le but de chasser la Russie d'Europe. Les Russes subirent une défaite humiliante. Les principales raisons étaient qu'il manquait d'industries importantes pouvant être converties pour soutenir l'effort de guerre et qu'ils disposaient d'infrastructures très médiocres. Il devint évident que la Russie avait pris un retard considérable dans l'industrialisation. En réponse, les Russes lancèrent ce qu'on appelle les grandes réformes, une période de rapide industrialisation et de construction ferroviaire à travers l'Asie centrale. Et ces chemins de fer, fait intéressant, suivaient en grande partie le même tracé que l'ancienne route de la soie, atteignant jusqu'à l'Afghanistan. Après de nombreuses guerres, le grand jeu prit finalement fin avec les protocoles de la Commission frontalière du Pamir de 1895, qui firent de l'Afghanistan un État tampon entre l'Empire russe et l'Empire britannique. C'est encore une fois la raison de la géographie très particulière des régions orientales de l'Afghanistan. Et grâce à ce tampon, la domination maritime britannique semblait pouvoir se poursuivre. Cependant, dans les années 1890, la Russie construisit également le chemin de fer transsibérien, reliant Moscou à Vladivostok sur la côte Pacifique. Cela remit une fois de plus en question le contrôle britannique sur l'Asie de l'Est, c'est-à-dire l'Ausabariantan continent eurasien. Ainsi, avec tout cela, une théorie géopolitique de l'Eurasie est née en Grande-Bretagne. Elle fut appelée la théorie du Heartland, développée par Halford Mackinder au début du XXe siècle et formulée pour la première fois en 1904 dans un article intitulé « Le pivot géographique de l'histoire ». Dans cet article, Mackinder écrivait, et je cite, « Qui gouverne l'Europe de l'Est commande le Heartland. Qui gouverne le Heartland commande l'île-monde. »
qui gouverne l'île monde commande le monde. En résumé, l'Europe de l'Est constituait la zone centrale à contrôler pour dominer le monde. Mackinder soutenait que le monde est divisé en deux sphères naturellement antagonistes, la terre et la mer. L'hégémon maritime, la Grande-Bretagne à l'époque, se trouvait donc menacé de perdre son avantage concurrentiel si l'Eurasie venait à être dominée par la puissance terrestre. Mackinder remarquait que les chemins de fer avaient traditionnellement servi uniquement le commerce maritime. Autrement dit, les voies ferrées se contentaient de relier le plus directement possible l'intérieur des terres au littoral, d'où les marchandises étaient chargées sur des navires. Mais avec les chemins de fer transcontinentaux traversant le continent eurasien, de nouveaux corridors de transport pouvaient être établis, remplaçant ainsi le transport maritime et mettant fin à la domination des puissances maritimes. Selon les mots de Mackinder, écrivant une génération plus tôt, le canal de Suez semblait avoir accru la mobilité de la puissance maritime par rapport à la puissance terrestre. Les chemins de fer avaient principalement servi d'auxiliaires au commerce maritime, mais les voies ferrées transcontinentales transformaient désormais les conditions du pouvoir terrestre. Et nulle part, cet effet ne pouvait être aussi marqué que dans le cœur fermé de l'Eurasie, dans ces vastes régions où ni le bois ni la pierre accessible ne se prêtaient à la construction de routes. Mackinder remarquait également que la présence de l'armée russe en Mandchourie suffisait à prouver que les puissances terrestres mobiles devenaient aussi compétitives que les puissances maritimes, tout comme la présence de l'armée britannique en Afrique du Sud le démontrait. Il existait donc désormais une rivalité essentielle entre la principale puissance maritime et la principale puissance terrestre. Cela créait une réalité entièrement nouvelle, puisqu'il n'y avait plus de concurrence entre puissances maritimes pour le contrôle du monde. Au lieu de cela, il existait des puissances terrestres eurasiennes capables de renverser complètement l'importance du contrôle des mers. Le plus grand défi, ou la plus grande menace pour les Britanniques, était donc de savoir qui pouvait relier la masse continentale eurasienne. La principale menace au XIXe siècle était évidemment une alliance germano-russe susceptible d'unifier ce continent. Il est vraiment difficile de surestimer à quel point ces idées ont été importantes pour la géopolitique. Elles ont non seulement façonné la stratégie britannique, mais aussi la stratégie américaine une fois que les États-Unis sont devenus la puissance dominante. En effet, on voit dans les rapports du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, à partir de 1948 et au-delà, qu'il faisait référence aux politiques de confinement eurasien dans le langage de Mackinder et de sa théorie du Heartland. Par exemple, dès la toute première page de la stratégie de sécurité nationale des États-Unis de 1988, il est indiqué que les intérêts de sécurité nationale les plus fondamentaux des États-Unis seraient menacés si un État hostile ou un groupe d'États venait à dominer le continent eurasien. Cette région du globe souvent qualifiée de cœur du monde. Nous avons mené 2 guerres mondiales pour empêcher que cela ne se produise. Le texte poursuit en expliquant que c'est pour cette raison que les États-Unis ont affronté l'Union soviétique. En tant que principale puissance maritime, les États-Unis ne pouvaient pas permettre qu'une puissance eurasienne unifie le continent par voie terrestre. La stratégie d'endiguement de l'Amérique consistait donc à dominer l'Eurasie depuis ses côtes. C'est la périphérie maritime. Ainsi, l'Europe constituerait la bordure occidentale de l'Eurasie. Et sur la périphérie orientale, il y avait des États insulaires au large des côtes de la Chine, du Japon et au-delà, que les États-Unis avaient conceptuellement définis dans leur stratégie de confinement à double chaîne d'îles immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Si l'on revient aux Russes, eux aussi se sont appuyés sur les idées de Mackinder au début du XXe siècle.
Après que la Russie tsariste eut été balayée par la révolution bolchevique et remplacée par l'Union soviétique, des eurasianistes russes sont partis en exil. Des figures comme Savitsky, qui, dans les années 1920, ont formulé des idées sur ce qui devrait éventuellement remplacer l'Union soviétique après son échec. Or, des penseurs comme Savitsky avertissaient que la Première Guerre mondiale avait en grande partie été provoquée par les puissances maritimes, qui avaient contraint l'Allemagne à s'étendre vers l'Est afin d'obtenir un espace stratégique. En regardant l'autre face de cette médaille, une alliance russo-allemande serait donc idéale pour contrebalancer les impulsions hégémoniques des empires maritimes. Et, étant donné que les Allemands ne possédaient pas de véritable empire maritime, on les considérait comme plus enclins à s'allier avec la puissance terrestre. Les puissances maritimes, quant à elles, étaient perçues comme naturellement impérialistes, ou de manière non naturelle, destructrices, puisque leur domination depuis la périphérie reposait sur des stratégies de division et de contrôle. En d'autres termes, elles devaient empêcher les grandes puissances d'Eurasie de se relier entre elles. Autrement dit, la Chine, la Russie, l'Allemagne et la Turquie doivent toutes rester divisées afin que les puissances maritimes puissent dominer depuis la mer. Ainsi, la réponse eurasienne aux puissances maritimes occidentales, les puissances impériales, était donc perçue par des penseurs comme Savitsky comme une recherche de coopération à travers l'Eurasie. De plus, la grande malédiction de la Russie avait été d'être une puissance eurasienne. Cependant, elle avait tenté, depuis l'époque de Pierre le Grand, de se développer et de se positionner comme une puissance maritime d'Europe occidentale. Et la meilleure façon pour les Britanniques, les Américains et d'autres de contenir les Russes consistait simplement à leur couper l'accès aux corridors maritimes. Une stratégie qui fonctionne encore aujourd'hui pour limiter l'accès de la Russie à la mer Noire, à la mer Baltique et à l'Arctique. Puis, bien sûr, la Russie serait repoussée vers l'Asie. Telle était la logique. Après la guerre froide et l'effondrement de l'Union soviétique, on constate que la Russie n'est pas revenue à la vision eurasienne de penseurs comme Savitsky. Au contraire, elle s'est tournée de nouveau vers des politiques très centrées sur l'Occident, ignorant en grande partie même les pays de l'Est, tout en poursuivant l'objectif d'une grande Europe, une architecture de sécurité européenne inclusive. Cependant, cette stratégie a négligé le fait que la Russie était affaiblie, et les États-Unis y ont vu une occasion historique de créer un système hégémonique permanent en Europe et de dominer également l'Eurasie depuis la périphérie. En effet, moins de 2 mois après l'effondrement de l'Union soviétique, nous avons vu la doctrine Wolfowitz exposée dans une version préliminaire, divulguée du document d'orientation de la planification de la défense de 1992. On y déclarait, et je cite, « Il est improbable qu'un défi conventionnel mondial à la sécurité des États-Unis et de l'Occident réémerge du cœur eurasiatique avant de nombreuses années. » Fin de citation. Cependant, l'objectif principal était également d'empêcher qu'un tel défi n'apparaisse. Cela devait être réalisé, et je cite encore, en maintenant les mécanismes permettant de dissuader d'éventuels concurrents de même aspirer à un rôle régional ou mondial plus important. Ainsi, les États-Unis devaient contrôler les régions clés et les principaux corridors énergétiques afin de s'assurer qu'aucun rival ne puisse émerger. Même l'Allemagne, le Japon et d'autres alliés étaient mentionnés comme des rivaux potentiels. Là encore, il ne pouvait y avoir aucun défi à la domination des États-Unis. De toute évidence, cela imposait également des limites strictes à tout rôle que la Russie pouvait jouer en Europe, ainsi qu'à toute intégration entre la Russie et d'autres grandes puissances européennes comme l'Allemagne.
L'ouvrage intellectuel de référence sur le contrôle américain de l'Eurasie après la guerre froide a été écrit par Zbigniew Brzezinski, conseiller de plusieurs présidents, dont Jimmy Carter et Barack Obama, qui a également joué un rôle central dans l'armement des Moudjahidines en Afghanistan dans les années 1980. Ainsi, Brzezinski a souligné que l'hégémonie et le contrôle de l'Eurasie dépendaient de la capacité de l'Amérique à maintenir les puissances divisées, à préserver la dépendance sécuritaire envers les États-Unis, et que cela constituerait la recette pour contrôler ou pour assurer la domination perpétuelle de l'Eurasie depuis la périphérie maritime. C'est pourquoi l'hégémon maritime, aujourd'hui les États-Unis, s'appuie sur des systèmes d'alliance. Alors que le monde est divisé en blocs, d'un côté se trouvent des vassaux dépendants qui obéissent aux ordres, et de l'autre, des adversaires contenus. Cela empêcherait ainsi toute paix véritable d'émerger, ce qui mettrait fin à ces lignes de division. Brzezinski affirmait également que la Russie était faible et n'avait d'autre choix que de se tourner vers l'Occident. Pour cette raison, disait-il, la Russie deviendrait un trou noir géostratégique à la double périphérie de l'Europe et de l'Asie de l'Est. Et c'est cela que les États-Unis devaient chercher à exploiter. Selon les mots de Brzezinski, cela a créé les conditions préalables à l'expansion géopolitique progressive de la communauté occidentale toujours plus profondément en Eurasie. Et si la Russie devait résister à la pénétration occidentale en Eurasie, il avertissait alors que la Russie devait savoir qu'il y aurait un blocus massif de son accès maritime à l'Ouest. L'idée était que la Russie elle-même devrait idéalement être divisée et organisée en ce que Brzezinski appelait une Russie confédérée de manière lâche, composée d'une Russie européenne, d'une république sibérienne et d'une république d'Extrême-Orient. En d'autres termes, la Russie devait être séparée de l'Europe et idéalement scindée en régions ou pays distincts. Dans le même temps, les États-Unis développaient leurs propres initiatives de route de la soie, mais il s'agissait d'une route de la soie très différente. Ce n'était pas un format décentralisé et multipolaire, avec une connectivité diversifiée. Son objectif était plutôt de diviser l'Eurasie afin de maintenir l'hégémonie américaine. Ainsi, nous avons vu que toutes ces initiatives, qu'il s'agisse du gazoduc Tapi, reliant le Turkménistan, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde, ou du gazoduc géorgien azerbaïdjanais permettant d'accéder à l'Asie centrale, servaient le même objectif stratégique. Tout cela avait pour objectif explicite de détacher l'Asie centrale de la Russie et de la Chine. Là encore, il s'agissait d'une vision hégémonique de l'Eurasie. Puis, vers 2014, deux événements sont survenus qui ont commencé à transformer l'ordre mondial. Le premier fut qu'en 2014, les pays de l'OTAN ont renversé le gouvernement en Ukraine, ce qui a signalé aux Russes que tout espoir d'une grande Europe était mort, car l'Ukraine allait devenir une ligne de front plutôt qu'un pont. En effet, comme nous l'avons appris plus tard, dès le premier jour après le coup d'État, les Américains avaient déjà commencé à coopérer avec les nouveaux services de renseignement en Ukraine, des services qu'ils avaient contribué à mettre en place, afin de les reconstruire à partir de zéro et de transformer ce qui avait été auparavant le principal partenaire de la Russie en principal partenaire des États-Unis pour cibler la Russie dans une guerre secrète. La première chose qui s'est produite a été le coup d'État en Ukraine. La deuxième, c'est que la Chine a perdu confiance dans la durabilité du système économique international dirigé par les États-Unis et qu'elle avait acquis suffisamment de puissance pour commencer à le contester. Et c'est exactement ce que la Chine a commencé à faire. Elle s'est mise à défier le système économique international dirigé par les États-Unis.
En 2013, nous avons vu le lancement de l'initiative La ceinture et la route, un effort visant à raviver l'ancien réseau de la route de la soie qui dominait avant l'essor des puissances maritimes occidentales. Nous avons également vu émerger, en 2015, des politiques technologiques et industrielles très ambitieuses, telles que le programme Made in China 2025, qui visait à établir le leadership chinois dans toutes les principales technologies associées à la quatrième révolution industrielle. Nous avons aussi vu apparaître de nouveaux instruments financiers, de nouvelles banques en 2015, avec la création de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Parallèlement, la monnaie chinoise a commencé à s'internationaliser, tandis que la Chine a également commencé à utiliser les devises d'autres pays. Aujourd'hui, alors que la Russie et la Chine perdent confiance dans le système économique dirigé par les États-Unis, un format pour une grande Eurasie a vu le jour. En effet, la Russie a abandonné le rêve d'une Europe commune et a adopté à la place l'initiative de la Grande Eurasie. Ainsi, la Russie ne chercherait plus à se tourner vers l'Occident pour son développement, comme elle l'avait fait depuis Pierre le Grand, 300 ans plus tôt. Avec la Chine comme principal partenaire, elle pouvait désormais se tourner vers l'Est pour le développement et la coopération économique. Pour l'Occident, ces efforts visant à détacher la Russie de l'Europe et de l'Allemagne l'avaient poussé vers la Chine, vers l'Asie. Au XIXe siècle, cela aurait peut-être rendu la Russie plus économiquement arriérée. Mais à l'époque moderne, ce serait le pire cauchemar de Mackinder. Les deux puissances eurasiennes colossales, la Russie et la Chine, unies dans le but de saper la domination de la périphérie maritime. Et nous voyons que l'initiative La ceinture et la route de la Chine reconnecte le continent eurasien par voie terrestre et maritime grâce aux chemins de fer, aux autoroutes, aux ports maritimes et aux réseaux numériques. Grâce à cette connectivité physique, le commerce se développe, les chaînes d'approvisionnement s'intègrent, les partenariats technologiques se multiplient, la coopération industrielle s'intensifie et la coopération financière progresse à travers de nouvelles banques et l'utilisation des monnaies nationales. En somme, nous assistons à la mise en place des fondations d'une nouvelle architecture économique internationale. Et il ne s'agit pas simplement d'une coopération entre la Russie et la Chine. Cela relie l'ensemble du continent et au-delà, le monde. C'est une idée extrêmement populaire, car l'Eurasie incarne la multipolarité, ce qui signifie que toutes les décisions ne seront pas dictées depuis un seul centre de pouvoir. La Grande Eurasie a également beaucoup de sens pour la Russie, qui peut passer du statut de double périphérie de l'Europe et de l'Asie de l'Est à celui de centre d'un ensemble bien plus vaste. L'infrastructure d'exportation énergétique de la Russie, historiquement tournée vers l'Ouest, a progressivement été réorientée vers l'Est, principalement vers la Chine, mais aussi vers l'Inde. À l'Ouest, les économies se sont montrées stagnantes, et une hostilité apparemment durable envers la Russie persiste depuis des siècles, tandis qu'à l'Est, les économies sont plus dynamiques, et la Russie a été largement accueillie. La Russie a donc ses propres projets, notamment ce corridor est-ouest le long du chemin de fer transsibérien. Nous constatons également que les Russes développent la route maritime du Nord le long de l'Arctique, qui forme le toit du continent eurasien. Elle offre un corridor de transport rapide et peu coûteux, échappant au contrôle de la marine américaine, bien que l'OTAN envisage de plus en plus d'investir massivement l'Arctique. Les Russes construisent également leur corridor international de transport nord-sud, reliant la Russie à l'Iran et à l'Inde. C'est une route bien plus rapide et économique que l'alternative du canal de Suez.
Ce corridor relie aussi les pays voisins proches de la Russie, de l'Iran et de l'Inde. Il constitue un élément important des efforts de l'Iran pour se connecter à l'Eurasie, et ce dernier considère désormais son partenariat avec la Chine et la Russie comme étant de la plus haute importance. Et pour l'Inde, c'est également important. Elle s'intéresse à l'intégration eurasienne. Cependant, elle ne veut pas que celle-ci devienne trop centrée sur la Chine. La Chine, reconnaissant que l'intégration eurasienne sera plus largement acceptée si elle est multipolaire, ne s'oppose pas à la diversification, par exemple à un rapprochement accru entre l'Inde et la Russie. De la Corée du Sud à la Chine, en passant par l'Inde, le Kazakhstan, la Russie, l'Iran et les États arabes, tous ont des stratégies d'intégration eurasienne. Ces initiatives diffèrent, mais elles partagent toutes la nécessité d'améliorer leurs relations mutuelles et de trouver des solutions politiques aux différends afin de se connecter, car aucune puissance unique du continent eurasien ne peut imposer son initiative aux autres. Il est donc nécessaire d'harmoniser les intérêts plutôt que de les opposer. Par exemple, la Russie et la Chine ont des initiatives et des préférences très différentes en Asie centrale. Pourtant, on constate également qu'aucune des deux ne peut atteindre ses objectifs sans harmoniser ses intérêts avec l'autre partie. C'est pourquoi l'hypothèse occidentale, selon laquelle Russes et Chinois se disputeraient l'Asie centrale, ne s'est jamais réalisée comme prévu. La raison en est qu'aucun des deux ne cherche désormais l'hégémonie. Il vise plutôt un système multipolaire. Pour cette raison, l'Union économique eurasiatique dirigée par la Russie et l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie ont été harmonisées dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et l'organisation principale reliant un nouveau système économique international est évidemment les BRICS. Il ne s'agit plus seulement de ports, de routes ou de chemins de fer. Nous avons désormais aussi des corridors numériques, énergétiques, céréaliers et divers partenariats technologiques. Nous disposons d'une intégration industrielle, d'échanges commerciaux en monnaie nationale, de banques de développement communes, de systèmes de paiement et de bourses de matières premières. Ainsi, l'alternative au système multipolaire eurasien consiste pour chacun à se soumettre à l'hégémon maritime, qui cherche à séparer l'Asie centrale de la Chine de la Russie de l'Inde, l'Inde de l'Iran et l'Iran de la Turquie, et ainsi de suite. C'est donc, en ce sens, un empire du chaos, fondé sur des systèmes d'alliances et des conflits perpétuels. Que l'on voit un avantage ou un inconvénient à la poursuite de la primauté mondiale des États-Unis importe finalement peu, car elle n'est tout simplement pas durable, et elle est en déclin. Et lorsqu'un hégémon s'affaiblit, il devient aussi plus agressif. Autrement dit, alors qu'il cherchait auparavant à instaurer la confiance autour de son contrôle administratif de l'économie internationale, on constate désormais qu'un hégémon en déclin est plus enclin à utiliser ce contrôle de manière coercitive pour empêcher l'émergence de rivaux. C'est pourquoi les Américains ont lancé une guerre technologique et économique contre la Chine, ainsi qu'une guerre énergétique et par procuration contre la Russie. Nous voyons les Européens se joindre à la discussion, débattant désormais de la légalisation du vol en saisissant les fonds souverains russes. C'est un effort pour empêcher l'émergence de rivaux. Cependant, cela produit exactement l'effet inverse. Cela ne fait qu'inciter le reste du monde à diversifier ses partenariats économiques dans ce vaste contexte eurasien. Ainsi, la résistance instinctive de l'Occident à la coopération en Eurasie, dans le but de préserver la domination des puissances maritimes, néglige le fait que nous ne sommes plus au XIXe ni au XXe siècle.
Tout d'abord, la Russie n'a ni les capacités ni l'intention de dominer l'Eurasie. Et la menace venant d'Eurasie n'est plus celle d'un hégémon concurrent. Il s'agit plutôt d'un système multipolaire. Par le passé, les États-Unis auraient été satisfaits de voir un équilibre des puissances en Eurasie. Mais la seule raison pour laquelle cela n'est plus acceptable aujourd'hui est que les États-Unis n'acceptent qu'un modèle hégémonique. À présent, l'Occident commet une multitude d'erreurs. Par exemple, le vol des fonds souverains de la Banque centrale russe a fait craindre au monde entier le système financier occidental et l'a poussé à chercher désespérément des alternatives. L'attaque contre la technologie chinoise menace les chaînes d'approvisionnement dépendantes de l'Occident. Et nous voyons donc l'Occident être progressivement écarté de ces chaînes. La crainte des points d'étranglement dans les corridors maritimes crée une demande accrue pour des solutions de remplacement. Nous ne pouvons pas vraiment aborder ces problèmes en Occident, car nous restons prisonniers d'un état d'esprit tribal. N'importe qui peut être accusé de prendre le parti de l'adversaire simplement pour avoir souligné à quel point nous nous infligeons des dommages. Nos récits deviennent de plus en plus détachés de la réalité. En Europe, il y a beaucoup à gagner en s'éloignant de l'idée hégémonique et en acceptant les réalités multipolaires, une nouvelle répartition internationale du pouvoir qui s'est déjà développée. Cependant, c'est là le principal problème. Il n'y a absolument aucune volonté d'accepter les immenses changements en cours, ni de faire les ajustements nécessaires pour maximiser la prospérité économique et la sécurité. Comme l'a dit Machiavel, les hommes ne voient pas les choses telles qu'elles sont réellement, mais telles qu'ils voudraient qu'elles soient, et ils en sont ruinés. Alors, quels sont les sentiments en Russie aujourd'hui? Je pense qu'ils peuvent être résumés par une citation de Dostoïevski. Les Russes sont autant asiatiques qu'européens. L'erreur de notre politique depuis 2 siècles a été de faire croire au peuple d'Europe que nous étions de véritables Européens. Nous nous sommes inclinés comme des esclaves devant les Européens, et nous n'avons récolté que leur haine et leur mépris. Il est temps de se détourner de l'Europe ingrate. Notre avenir est en Asie. Mon propos ici est simplement que la géographie compte toujours, comme elle l'a toujours fait. Le monde a atteint un point d'inflexion très important, et c'est pourquoi un ordre mondial eurasien est en train de se former. Tous les efforts pour l'empêcher ne font qu'en intensifier encore davantage le développement.